Commercer avec le monde est au XIXe siècle une obsession européenne. En Asie, la Chine est identifiée comme le grand marché de l'avenir et il s'agit pour les Français de ne pas se laisser distancer. Ils colonisent déjà le delta du Mékong depuis 1862 et projettent d'atteindre la Chine en remontant le fleuve jusqu'au Yunnan. Une expédition composée de 6 militaires et civils français, cartographes, médecins et dessinateurs, embarque à Saïgon le 5 juin 1866. Le capitaine Ernest Doudor de Lagrée en est le chef. Il comprend vite que le Mékong n'est pas la voie commerciale espérée, mais l'appel de l'inconnu est le plus fort. Son second, le lieutenant Francis Garnier, revient à Saïgon après 2 années et plus de 10 000 kilomètres parcourus. Le rapport qu'il publie en 1873 est un succès d'édition à l'origine d'une passion française pour l'Asie. Le 8 juin, nous arrivons à Kampong Luong, un grand marché situé un peu au-dessous de Phnom Penh. Un interprète en langue annamite et siamoise nommé Seguin, un soldat d'infanterie de marine et 2 matelots composent la partie française de l'escorte. Les passeports pour la Chine et quelques instruments d'astronomie manquent. Le gouverneur compte nous les faire parvenir au commencement de la saison sèche, dans la partie inférieure du Laos, où nous allons devoir séjourner. Dans l'attente du bateau à vapeur qui doit les mener aux premières cataractes, l'expédition prend le temps de visiter les ruines d'Angkor Wat, situées à l'extrémité du grand lac Tonlé Sap. Ce sont ces mêmes ruines que l'explorateur Henri Mouot avait révélées au monde occidental 6 ans auparavant. Sur la cime du mont Krom, un bouquet d'arbres dissimule un sanctuaire effondré. Ce sera notre première étape sur le terrain de cette antique civilisation dont tout a disparu. Juchés sur nos éléphants, nous arrivons encore le 24 juin. À 250 mètres de nous s'élèvent les 3 tours qui couronnent la triple entrée du temple. Nous suivons la chaussée construite de larges blocs qui aboutit à l'entrée du milieu. À un demi-kilomètre de là, une masse sombre et imposante, dessinant 9 tours sur le bleu du ciel, s'offre à nos regards. C'est là non un temple rival de celui de Salomon, mais bien le chef-d'œuvre d'un Michel-Ange inconnu. Notre installation terminée, nous nous séparons afin de vaquer à nos occupations. Lagrée fait des fouilles avec l'aide des habitants. Torel botanise, Delaporte exécute des croquis en compagnie du photographe Zell, et Joubert examine la composition du terrain. Quant à moi, je procède à mes premiers relevés topographiques, muni de mes instruments rudimentaires, les meilleurs ayant été oubliés dans des caisses à Saïgon par l'administration des Affaires étrangères. Jamais une masse plus imposante de pierres n'a été disposée avec plus d'art et de science. Si l'on admire les pyramides comme une œuvre gigantesque de la force et de la patience humaine, à une force et une patience égales, il faut ajouter ici le génie. Le 1er juillet, à 10h du matin, nos éléphants nous attendent. À midi, nous montons dans des barques légères vis-à-vis de la porte de la citadelle. La chaleur est étouffante. D'innombrables bandes d'oiseaux des marais volent lourdement au-dessus de nos têtes, ou rangés le long des rives nous regardent passer sans interrompre leur pêche. Le 5 juillet vers midi, nous jetons l'ancre un peu en amont de la pointe sur laquelle le roi Norodom Ier se fait construire une habitation à l'européenne. Phnom Penh est une ville qui comptait 50 000 âmes avant son incendie par les Siamois dans les années 1830. 36 ans plus tard, une dizaine de milliers d'habitants la peuplent. Le 6 juillet au soir, nous sommes présentés par M. de Lagrée à Sa Majesté Norodom Ier. Il nous fait le plus brillant accueil et nous invite à assister à un ballet donné par le corps entier de ses danseuses. Toute l'influence culturelle de l'Inde se révèle à travers ce spectacle. La danse, on le sait, est complètement étrangère aux Mongols, et les Chinois ne s'intéressent qu'aux représentations historiques. Le 7 juillet, les 2 navires appareillent en même temps de la rade de Phnom Penh. Ils se séparent après un dernier salut. Le lendemain, 8 pirogues sont mises à notre disposition par le mandarin du village.
Ce sont de simples troncs d'arbres creusés et aménagés afin de remonter les forts courants du fleuve. Le long et pénible halage le long de la rive gauche s'effectue à l'aide de longues perches faites de bambou. Les hommes d'équipage, entre 6 et 10, partent de la plateforme d'avant, fixent leurs perches à un point quelconque de la rive, pierre ou branche d'arbre, et marchent vers l'arrière pour revenir ensuite par le bord opposé, prendre un nouveau point d'appui ou de halage. C'est épuisant et interminable. Nous ne faisons que quelques kilomètres par jour. Le 13 juillet, nous arrivons en vue du village de Sombor. Au-delà, le lit du fleuve s'encombre de multitudes d'îles qui l'élargissent démesurément. Nous sommes à la limite entre Cambodge et Laos. La zone que nous traversons est à peu près complètement inhabitée et couverte de forêts magnifiques. Le courant est rapide, les eaux charrient déjà des arbres, des branches et des amas de feuilles enlevées aux rives. Le 16, la lisière d'un champ de maïs nous sert de dortoir. Les conversations prolongées, les moustiques et la pluie font passer une nuit blanche à la plupart d'entre nous. Au petit matin, nous sommes déjà épuisés. Le Laotien est en général bien fait et vigoureux. Il a la tête rasée et ne conserve, comme les Siamois, qu'une touffe de cheveux longs de 3 à 4 cm sur le sommet du crâne. Il sait se draper avec goût et porter les plus belles étoffes avec aisance et dignité. Les femmes laotiennes se drapent d'une pièce d'étoffe sur la poitrine et la rejettent sur l'une ou l'autre épaule, sans grand souci de cacher un sein. Les cheveux d'un noir magnifique sont relevés en chignon sur le sommet de la tête. Une bandelette d'étoffe en paille tressée les retient et les entoure. Ce petit diadème est souvent orné de quelques fleurs. « 19 juillet. Le commandant me demande d'explorer sur la rive droite les rapides de Pratapang. En approchant de la zone, la surface des eaux se couvre d'innombrables bouquets d'arbres à demi submergés. Les eaux limoneuses roulent avec impétuosité dans 1000 canaux dont il est impossible d'embrasser l'inextricable réseau. Devant le danger, nous décidons de remettre ce projet à plus tard. La voie fluviale naturelle que nous envisagions pour le commerce avec la Chine du Sud me paraît gravement compromise. Le 21 juillet, l'expédition atteint la ville de Stung Treng, en pays laotien, alors sous domination siamoise. Le commandant de l'Agré renvoie Francis Garnier en aval afin de récupérer une embarcation remplie de matériel qui n'avait pu être emmené. Naviguant cette fois dans le sens du courant, le capitaine a pour mission d'explorer les rapides et d'en faire un relevé hydrographique. Mais ces marins cambodgiens sont terrorisés et refusent de s'en approcher. L'eau bouillonne, le courant est de foudre. La barque est presque submergée. Mes 2 bateliers refusent de continuer vers les chutes. Résolu à ne pas échouer dans la reconnaissance de ce passage, la main sur mon revolver, je fais mine de m'emparer de la pagaie de l'arrière. Les hommes préfèrent décider eux-mêmes de leur sort, effrayés par la perspective de voir mon inexpérience les conduire à une mort certaine. Si je n'étais préoccupé par l'étude du fleuve, l'air terrifié de mes rameurs me ferait rire. Francis Garnier est de retour à Stung Treng le 30 juillet. Entre-temps, le commandant de l'Agré est parti sur le Sekong, un affluent du Mékong, pour une exploration de quelques jours où il découvre le centre d'un trafic d'esclaves. Stung Treng est un centre régional du commerce de la laque, de l'ivoire et de la noix d'arec. À côté de ce commerce, le Sekong est la route d'un autre genre d'échange moins avouable. C'est le trafic d'esclaves. Pour un peu de laiton ou de poudre, pour quelques verroteries, les chefs des tribus sauvages de cette zone consentent à livrer des adolescents, souvent des familles entières, que les Chinois vont vendre ensuite sur le marché de Phnom Penh.
Francis Garnier, qui se sent malade depuis le retour des rapides, est atteint du typhus, appelé par les Lao fièvre des bois. Il tombe dans une sorte de coma qui dure 12 jours, perd ses cheveux, manque de se noyer en tombant de la pirogue, est handicapé d'une paralysie partielle de la jambe gauche et d'une surdité passagère. Mais il s'en sort miraculeusement. Le premier souvenir un peu net que je retrouve dans ma mémoire après cette obscure période de cauchemar est un calme et riant paysage des tropiques. Sur les bords d'une rivière étroite et torrentueuse, non loin d'une cascade brillante que des rayons du soleil enveloppent d'une poussière diamantée, se trouvent disséminées quelques cases. Au-delà, derrière un rideau de cocotiers s'étendent de larges rizières. Nous étions arrivés à l'île de Cône. Le 14 août à midi, nous reprenons notre progression. Les eaux continuent à monter et atteignent presque le niveau des berges. Les branches les plus basses des arbres des rives se projettent au-dessus de nos têtes et nous barrent le passage. Il est alors impossible, à cause de la violence du courant, de contourner l'extrémité qui baigne dans l'eau et il faut passer 1 heure ou 2 à élaguer l'obstacle à coups de hache. Le lendemain, les rives mêmes du fleuve semblent disparaître sous l'inondation et les barques naviguent en pleine forêt. Le 17, nous sommes enfin au pied des cataractes de Cône. Elles sont précédées par un immense bassin qui a environ 1,5 lieues dans sa plus grande dimension et une quarantaine de mètres de profondeur. Il est limité au nord par un groupe compact d'îles au milieu desquelles surgissent pour la première fois quelques collines. Les 2 canaux les plus importants et les cataractes les plus belles se trouvent dans les 2 bras extrêmes. « 6 septembre. Nous reprenons notre navigation vers Bassac. Au-dessus de l'île de Kong, le fleuve réunit toutes ses eaux en un seul bras et n'occupe plus qu'une largeur de 1200 à 1500 mètres. Ses rives très peuplées et très cultivées nous offrent partout des lieux de halte commodes et bien approvisionnés. Au fond de la longue perspective qu'offre le cours du fleuve, se dessine un groupe lointain de montagnes qui chaque jour prend au-dessus de l'horizon des proportions plus considérables. Le 5e jour après notre départ de Kong, nous commençons à parcourir l'immense arc de cercle que décrit le fleuve au pied de ces montagnes. Et le 11 septembre, à 9 h du matin, nous prenons terre à Bassac. Bassac est l'ancienne capitale d'un petit royaume laotien. Le village s'appelle de nos jours Champassac. C'est toujours un gros bourg situé tout en longueur sur la rive droite du Mékong, au pied d'un imposant massif montagneux qui est le trait géographique le plus saillant de tout le Laos inférieur. Le village va devenir la base arrière de l'expédition, qui attend toujours les autorisations officielles chinoises. La beauté du fleuve, le cadre des montagnes au milieu duquel il déroule ses paysages grandioses, font de Bassac l'une des situations les plus remarquables de la vallée du Mékong. Elle est aussi l'une des plus heureusement choisies au point de vue du climat. Le voisinage de Phu-Bassac, montagne élancée, en tempère singulièrement les ardeurs. Le lendemain de leur arrivée à Bassac, le commandant de l'Agré, accompagné des officiers et des hommes d'escorte en armes, fait une visite officielle au gouverneur de la province. Une grande fête est organisée en leur honneur face au Mékong, avec feux d'artifice et pirogues. Le 20 septembre, les pluies ont cessé. J'ai hâte, en ma qualité de géographe,
de fixer la position du point où nous sommes arrivés. Et je profite pour cela des premiers rayons du soleil. Le 21 septembre, les membres de l'expédition découvrent le temple de Wat Phu que des habitants de Bassac leur ont signalé. Ces ruines de type khmer se situent à 7 ou 8 km au sud-ouest de la ville, sur la pente d'une montagne sacrée nommée Phu Kao, dont la forme s'apparente à celle d'un symbole phallique hindouiste. Au bas de la montagne, à droite et à gauche d'une chaussée, sont 2 grands monuments carrés. Ils consistent en une galerie de 40 mètres de côté environ, au centre de laquelle est une cour dallée, encombrée de broussailles et de blocs de pierre détachés de la partie supérieure des voûtes. La chaussée dallée fait de 2 à 300 mètres de longueur. Elle est limitée de chaque côté par une série de bornes ou de colonnes à chapiteaux pyramidales. Cette chaussée suit le mouvement du terrain et gravit les flancs de la montagne. Elle se termine par un escalier très haut et très raide, qui se compose de plus de 150 marches et des 2 côtés duquel sont des statues. L'une d'elles, qui gît renversée sur le sol, représente d'après la tradition le roi qui a bâti Wat Phu. Au haut de l'escalier est un sanctuaire en forme de croix, analogue à ceux que nous avons déjà retrouvés à Angkor. En arrière et au-dessus du sanctuaire est une longue terrasse. Elle est établie dans la roche même qui était nivelée et adossée à la montagne, qui en cet endroit est complètement coupée à pic et n'offre plus qu'une haute muraille d'un grès rougeâtre, d'une 40aine de mètres de hauteur, au pied de laquelle jaillissent quelques petites sources. De nombreux ex-voto sont déposés sur la terrasse, dans les fissures du rocher. Du haut des crêtes qui se dégagent brusquement du sein des forêts, rien ne limite le regard. Bassac, le fleuve dans son lointain parcours, les îles qui l'émaillent, se déroulent au-delà du sombre rideau de verdure étendu au pied de l'observateur. Je reçois du commandant la mission de reconnaître le cours inférieur du Sedon, grand affluent de la rive gauche du fleuve, qu'il vient rejoindre un peu au-dessus de Bassac. Monsieur Torel va se joindre à moi pour cette excursion. Après avoir passé au pied du Phu Salao, colline de 200 mètres de hauteur environ, nous découvrons sur la rive gauche l'étroite embouchure du Sedon. À 5 heures du soir, nous entrons dans la rivière. Il fait presque nuit lorsque nous nous arrêtons à un petit village situé sur la rive gauche. Notre mandarin d'escorte se hâte d'annoncer aux autorités locales la visite des étrangers. La pagode du hameau nous fournira le gîte. Francis Garnier vient de débarquer sur le rivage de ce qui va devenir la ville de Paksé, capitale régionale de la province de Champasak, peuplée aujourd'hui de 80 000 habitants. Le Wat Luang, le temple où il va loger, sera rénové en 1935. Il est aujourd'hui visité par des touristes du monde entier. J'essaye à plusieurs reprises de troubler par des coups de feu la rêverie paresseuse des nombreux caïmans qui se montrent çà et là. Mais ma carabine Le Faucheux, arme fort légère et fort commode, est d'un calibre trop faible pour leur dur épiderme. Les balles ricochent et s'aplatissent sur les écailles, à la grande stupéfaction des rameurs, devant lesquels je me sens humilié de l'impuissance de mon arme. Une riche et luxuriante nature semble inspirer les mœurs les plus douces et les plus paisibles. Nulle passion turbulente ou cruelle ne trouble la rêveuse nonchalance des habitants. Ces charmants paysages que caresse de ses plus beaux rayons le soleil des tropiques respirent partout une tranquillité, une innocence singulière. Toutes les rumeurs, tout le fracas du monde civilisé viennent s'éteindre et mourir aux portes de cette contrée dont rien ne réussit à troubler le profond silence. Et le souvenir qu'on en garde une fois qu'on est entré dans l'agitation du dehors paraît si étrange, si lointain, qu'il semble correspondre à une autre planète, appartenir à une autre existence.
De retour à Bassac et toujours sans nouvelles des passeports pour la Chine, le commandant de l'Agré donne l'ordre à Francis Garnier de redescendre vers Phnom Penh, en passant par la route d'Angkor et le Grand Lac. Le lieutenant y arrive le 7 février. Il y trouve un bataillon français d'infanterie de marine venu défendre la ville contre les insurgés menés par Sivota, un frère de Norodom Ier, le roi du Cambodge. Les documents sont prêts et Garnier repasse les lignes hostiles en forçant le blocus sur la rivière. Puis il prend la route en direction d'Oubon où il doit rejoindre l'expédition. Le 6 mars, je ne fais qu'effleurer le village de Phnom sur la rive droite. Le 7, je passe à Lakon. Le 10, j'aperçois enfin le pavillon français flottant au milieu des palmiers sur la rive de Houten. J'ai parcouru 1600 km depuis que je me suis séparé de l'expédition à Ubon. Mais je n'ai que peu de repos. Nous rembarquons aussitôt en direction du nord. De Bonnaveng à Kemara, nous rencontrons des rapides à Kenka, Kikoai et Kenkonkilek. La route pour un vapeur serait extrêmement dangereuse, voire même impossible. En se déplaçant sur la rive droite, les bateliers leur font visiter un sanctuaire bouddhiste vénéré par les populations de toute la région depuis le XVIe siècle. Il s'agit d'un tat sous forme de pyramide massive, dont le socle carré mesure environ 10 mètres et dont la flèche dorée atteint une hauteur de 45 mètres. À sa base, son ornement et son architecture sont d'inspiration birmane. Construit par un roi laotien du XVIe siècle, le tat contiendrait une relique du Bouddha. Quand on est resté immobile tout un jour dans une étroite pirogue, les yeux fixés sur une boussole et la main occupée à esquisser une carte, on a grande hâte de sauter par terre pour y prendre de l'exercice. Cet empressement n'est pas sans risque. C'est ainsi qu'hier, en jetant par hasard les yeux sur un arbre mort au pied duquel je m'étais arrêté un instant, je m'aperçois tout à coup que ce que j'avais pris pour une touffe de feuillage jauni est une masse vivante en équilibre sur une fourche de l'arbre, à 1,2 mètre au-dessus de ma tête, et dans laquelle je reconnais un léopard. Le 23 mars, nos bateliers nous montrent sur la rive droite une pagode qui contient l'empreinte d'un pied de Bouddha. Ces empreintes, appelées Bouddhapada, sont extrêmement nombreuses au Laos. Elles font l'objet d'un culte spécifique qui s'est répandu depuis l'Inde il y a fort longtemps. Un peu à la manière de nos bénitiers, ces pieds de Bouddha sont parfois remplis d'eau que les pèlerins peuvent se verser sur le visage. L'expédition visite les ruines de Vientiane, capitale d'un des royaumes laotiens que les Siamois ont pris d'assaut et détruit en 1827. Afin d'empêcher sa reconstruction et toute velléité d'indépendance, tous ses habitants ont été déportés sur l'autre rive du fleuve, créant la ville de Nong Khai sous domination siamoise. Nous nous hâtons de pénétrer dans la forêt déjà si épaisse qui cache les ruines de la malheureuse cité. Quelques sentiers s'y croisent. L'un d'eux nous conduit rapidement à l'emplacement du palais du roi. Il est intégralement détruit. L'incendie et l'esclavage après la victoire sont pour la plupart des races asiatiques le dernier mot de la conquête. Nous trouvons dans les ruines et la solitude de Vientiane un exemple frappant de ces destructions effroyables. Il n'est resté debout aucun autre édifice que les pagodes. Mais, abandonnés par leurs prêtres et construites des mêmes matériaux que le palais, 40 saisons pluvieuses ont réussi pour en détruire les fragiles splendeurs. Le plus considérable de ces temples est le Wat Phra Keew, qui était la pagode royale. Nous le visitons au sortir du palais dont il est le voisin. Son fronton nous apparaît au milieu de la forêt, gracieusement encadré de lianes et tout enguirlandé de feuillage. À peu de distance au nord du Wat Phra Keew se trouve, au milieu de la forêt, une pagode de dimension moindre et d'un aspect modeste, qui est restée presque intacte au milieu de la destruction universelle. C'est le Wat Sisaket. On aperçoit en y entrant une infinité de petites statues de Bouddha, placées dans des niches dorées et tapissant du haut en bas toute la surface des murs. Nous quittons Vientiane avec le cœur serré.
À l'endroit où nous allons passer la nuit, la largeur du fleuve tombe brusquement à 200 mètres. Le lendemain, 5 avril, le Mékong se réduit encore. Vers 1h de l'après-midi, nous arrivons à un premier rapide, formé par les cailloux et les galets qu'accumule à son embouchure un petit affluent de la rive gauche, le Nam Ton. Aux points les plus resserrés, l'eau s'engouffre avec une rapidité telle entre les deux parois du chenal qu'il devient même nécessaire de décharger complètement les barques pour leur faire remonter la passe. Les bagages sont transportés à dos d'homme, de rocher en rocher, au-dessus du rapide. Puis, on les embarque de nouveau. Cette pénible navigation ne peut être que lente. Le 8 avril, nous ne sommes encore qu'à une douzaine de milles du premier rapide, franchi le 5. Nous arrivons bientôt au pied de l'un des rapides les plus dangereux de cette région, le Keng Chang. Cette fois, les bateliers de Nong Khai se refusent à risquer le passage. Dans un voyage d'exploration, on ne doit certes pas s'attendre à trouver des chemins frayés. Déjà, la plupart d'entre nous marchent pieds nus. Certains le font afin de s'habituer d'avance à cette nouvelle souffrance et souhaitent réserver pour les jours de cérémonie leur dernière paire de souliers. D'autres le font par nécessité. Nous devons donc avancer avec la plus grande prudence pour ne pas nous blesser sur les arêtes vives des rochers. Mais malgré nos précautions, nous ne pouvons nous aventurer au milieu des hautes herbes qui bordent les rives sans nous déchirer profondément les jambes. Un peu en aval de Xian Kang, nous rencontrons un de ces radeaux construits en bambou, véritables maisons flottantes qui permettent, lorsqu'on descend le fleuve, de transporter de nombreux voyageurs et des quantités énormes de marchandises. La rive gauche du fleuve s'aplanit, et les chaînes de collines s'en éloignent. Comme s'il avait retrouvé sa liberté, le Mékong se redresse vers le nord et se maintient dans cette direction. Le 17, nous débarquons à Pak Lay. Les fêtes de la saison y continuent encore. Les arceaux de la forêt retentissent de clameurs joyeuses. Partout s'élèvent des hôtels improvisés et s'organisent les jeux habituels. Notre présence au milieu des spectateurs n'excite aucune émotion. On voit çà et là quelques bancs de sable sur lesquels se trouvent d'immenses pêcheries. Véritables villes de bambou déjà abandonnées par les pêcheurs, car la crue des eaux peut se faire sentir d'un moment à l'autre. L'expédition arrive au pied de Keng Luang, l'un des rapides les plus dangereux à franchir. Comme pour leur en montrer les périls, le cadavre d'un habitant appartenant à l'une des nombreuses tribus qui habitent les montagnes voisines passe près de leur barque. Le chenal est de plus en plus encombré et rétréci par les roches, et à chaque angle ou chaque anfractuosité de leurs parois, ils doivent lutter contre un courant dont la vitesse se décuple tout à coup. En halant nos barques vides, avec des cordes contre ce courant de foudre, l'une d'elles se remplit. Mais le patron resté fidèlement debout au gouvernail n'en continue pas moins à la diriger entre deux eaux. Et les effets combinés de son aviron et de notre amarre réussissent à amener le long du bord la légère pirogue qui est vidée et remise à flot en un clin d'œil. Nous arrivons à un village nommé Ban Kok Sai. Un grand nombre de tribus des montagnes environnantes y viennent pour échanger leurs produits. Ceux que nous voyons appartiennent pour la plupart à la tribu des Khmu, extrêmement nombreuses dans les environs de Luang Prabang. Ce sont les populations farouches, qui traitent d'égal à égal avec les étrangers. Le 28, nous franchissons encore plusieurs rapides dans lesquels le fleuve devenu plus large éparpille ses eaux peu profondes entre des îles et de nombreux bancs de sable. Le soir, nous nous arrêtons à Ban Seluang. Luang Prabang n'est plus qu'à quelques milles de là. Le lendemain, avant de tourner le dernier coude que forme le fleuve au-dessous de la ville royale, nous nous arrêtons pour revêtir nos plus beaux habits. Parmi les Annamites surtout, c'est à qui donnera l'air le plus crâne aux ailes retroussées de son chapeau de paille et mettra le mieux en évidence le ruban noir sur lequel le nom Mékong s'étale en lettres d'or. Les rives de la capitale du Laos apparaissent enfin. Au sommet d'un monticule, un tat ou dagoba perce de sa flèche aiguë le feuillage des arbres
et forment le trait dominant du paysage. Quelques pagodes s'étagent sur les pentes de cette sorte de mont sacré, et leurs toits rouges tranchent vivement sur le vert sombre de la végétation. Au pied des berges, hautes d'une quinzaine de mètres, des radeaux fixes sur lesquels sont construites de nombreuses cases forment au-dessous de la ville comme une seconde cité fluviale que de nombreux sentiers en zigzag relient aux maisons de la rive. Nous emménageons dans une pagode qui nous est assignée pour demeure jusqu'à la construction d'un logement spécial. Non loin de nous, un marché quotidien et très fréquenté se tient sous les hangars situés près du confluent du Namkhan et du Mekong. C'est la première fois depuis notre départ de Phnom Penh que nous rencontrons un marché au sens que l'on donne à ce mot chez nous. Le 2 mai, le commandant de la Grée choisit sur le versant sud de la colline qui domine la ville un terrain entouré de plusieurs pagodes pour y faire construire leur logement, ce qui sera réalisé en 48 heures par les gens du roi. En revenant d'édifier une tombe pour Henri Mouhot, l'intrépide explorateur qui fut notre prédécesseur dans cette ville, je navigue sur la Namkhan. Autour de nous, le soleil couchant fait étinceler les eaux de 1000 reflets de pourpre et d'or. Tout dans ce paysage, sans cesse renouvelé par la rapidité de notre locomotion, respire une tranquillité et un bonheur apparent qui invitent à l'oubli du monde bruyant et agité dont le souvenir bouillonne encore en nous. Quel contraste entre ce calme tableau du Laos tropical et cette Europe dont le nom même est inconnu à ceux qui nous entourent. Plus encore que la distance, ces différences entre la civilisation pour la cause de laquelle nous nous sommes exilés et la civilisation dont nous sommes devenus les hôtes nous semblent creuser entre nous et notre patrie un abîme chaque jour plus grand. Pour rejoindre la Chine, 3 routes s'offrent à l'expédition. Celle du fleuve est la plus longue. La seconde est la plus directe. Il s'agit de remonter droit au nord le cours du Nam Ou, affluent de la rive gauche du Mekong, et atteindre directement les frontières du Yunnan, où ils pourraient retrouver le grand fleuve. La 3e route les conduirait jusqu'au Guangxi, en traversant la zone occupée par des tribus mixtes qui séparent le Tonkin de la Chine. Le 25 au matin, nous embarquons enfin. Une brise de sud-ouest et la fraîcheur naturelle de notre route aquatique nous promettent une journée agréable. Vis-à-vis du confluent de la Nam Ou, nous trouvons sur la rive droite du Mekong de hautes falaises à pic, dans le flanc desquelles s'ouvre une grotte profonde que les indigènes ont transformée en sanctuaire. De là, le coup d'œil que présente le fleuve est imposant. Ici, il n'atteint pas 300 mètres de large. Son cours sinueux est borné de toutes parts par des murailles rocheuses, que surmontent les bizarres dentelures des montagnes de second plan. À quelque distance de là, les eaux noires du Nam Ou se mélangent aux eaux jaunâtres du Mekong. Le soir est venu. Le long de la muraille de roches qui forme sur la rive droite une berge entièrement à pic de plus de 350 mètres de hauteur, ma barque produit un léger clapotis, dont le bruit argentin vibre comme un écho dans la pure atmosphère de cette nuit paisible. À une hauteur énorme au-dessus de ma tête, planent des oiseaux de proie attardés, qui rejoignent leur nid placé hors d'atteinte dans quelques crevasses de rochers. Leurs cris rauques et discordants deviennent de plus en plus rares. Je fais cesser de ramer pour jouir à mon aise du moment de calme et de fraîcheur que ramènent les premières étoiles. Bientôt, on n'entend plus que le murmure du grand fleuve et la douce chanson des insectes nocturnes racontant aux buissons de la rive leurs mystérieux amours. Le 1er juin, nous franchissons les rapides de Kenglé,
qui nécessite le déchargement de nos barques. Cet obstacle franchi, la navigation devient plus facile. Nous apercevons dans le lointain une chaîne montagneuse de 1000 à 1200 mètres d'élévation en moyenne. Le 2 juin, c'est Banasta, joli village sur la rive gauche. Le lendemain, nous arrivons à Pakta, dernière étape avant Xiengkong. Les pourparlers s'engagent dès le lendemain de notre arrivée à Xiengkong avec le gouverneur de cette ville. Il ne peut se résoudre à nous laisser franchir la frontière de Siam. Les lettres de Bangkok, dont nous sommes porteurs, nous accordent bien la libre circulation sur tout le territoire. Mais il n'y est pas indiqué que nous puissions en sortir. Il faut tout l'art diplomatique du commandant pour résoudre la question. Un cadeau approprié et quelques pressions l'y aideront. Torel et moi sommes atteints d'accès de fièvre accompagnés de vomissements et de délire. Et nous sommes à peine rétablis lorsqu'il faut se remettre en route. Pour la première fois depuis Vientiane, nous jouissons d'une vue étendue, au milieu d'un vaste paysage où le fleuve coule paisiblement et à plein bord, dans un lit large et peu profond. Il est près de midi quand tout à coup le feuillage d'un jeune manguier s'agite violemment non loin de nous sur la rive où nous avons abordé. Le temps est calme, et ce mouvement intermittent doit avoir une autre cause qu'une rafale subite. En nous approchant, nous découvrons un rhinocéros, s'appuyant avec force contre le tronc de l'arbre et réussissant à imprimer à la cime un mouvement d'oscillation qui fait pleuvoir les fruits mûrs autour de l'énorme animal. La méthode est efficace. Son repas est prêt. Le nôtre est repoussé à plus tard. Le 18 juin, nous arrivons au pied d'un rapide nommé Tangro, qui offre un obstacle insurmontable à la navigation du fleuve. Nous sommes arrivés à l'extrême limite du pays dans lequel nos passeports nous assurent la libre circulation. À partir de ce moment, il devient clair que le sort de notre voyage dépend de circonstances imprévues. Depuis que nous sommes entrés dans une zone restée en dehors des investigations européennes, chacun des détours du Mékong que je peux ajouter à ma carte me semble une importante découverte géographique. Une préoccupation constante, dont rien ne vient me distraire, finit par s'imposer comme monomanie. J'ai la monomanie du Mékong. Chaque pas de plus me paraît une précieuse conquête sur cet ennemi, l'inconnu. Je pars donc le 19, de très bonne heure, ma boussole à la main et un petit paquet de vivres sur le dos. Le ciel est plutôt couvert et promet de m'épargner la brûlante réverbération du soleil sur ces plages rocheuses. Ici, les traces fugitives des pêcheurs ou des chasseurs nomades disparaissent absolument. Mon ombre que le soleil allonge sur les bancs de sable ou dresse contre les parois des rochers me semble violer la virginité de cette nature qui a échappé jusqu'alors à toutes les profanations de l'homme. Parfois, j'essaye de parler haut pour affirmer mon droit de jouir de la forêt ou du fleuve, et pour faire s'évanouir l'espèce de fascination qu'exerce sur moi cette calme et grandiose solitude. L'eau calme et peu profonde qui vient battre la rive d'un flot paresseux invite au plaisir du bain, et je me laisse séduire par ses promesses. À peine ai-je fait quelques brasses en pleine eau que 2 éléphants sortent de la forêt et se dirigent à leur tour vers le fleuve. À ma vue, l'un d'eux rebrousse chemin. Après un instant d'hésitation, l'autre entre dans l'eau, en allongeant sa trompe de mon côté en reniflant bruyamment. Nous sommes à une vingtaine de mètres l'un de l'autre, et il tient constamment ses petits yeux gris fixés sur moi. Mais il prend tant de plaisir à se verser des douches sur le corps qu'il ne fait plus grand cas de ma présence. De retour sur la berge, j'aperçois longtemps encore les jets d'eau qu'il lance en l'air, retombant en pluie irisée par les rayons du soleil. Il y a 6 heures que je marche. Je suis harassé de fatigue. Mes pieds nus sont gonflés et saignants.
L'amour de la géographie cède finalement au cri de la nature. Je prends un dernier relèvement du fleuve et rebrousse chemin vers le campement. Seul à braver l'ardeur du jour, je suis machinalement les traces de mes pas, imprimées sur le sable au milieu des nombreuses empreintes qu'ont laissées les cerfs, les sangliers et les éléphants. J'aurais voulu effacer ce double sillon, laissé par mon passage, et qui semble profaner ce lieu magique. Les membres de l'expédition prennent maintenant la piste en quittant le fleuve devenu impraticable. En se dirigeant vers la Chine, ils espèrent y retrouver le cours du Mékong et le remonter jusqu'aux sources. Malheureusement pour eux, les difficultés et les oppositions vont grandissantes. Ils vont mettre 5 mois pour arriver à la frontière. Nous avons mis 5 heures à franchir les 14 kilomètres qui nous séparent de la Sala de Muang Lim. C'est un présage des difficultés que nous allons avoir à vaincre en continuant notre voyage par terre pendant la saison des pluies. Qui plus est, l'argent commence à manquer à l'expédition, et nous cachons notre misère sous de fières allures, espérant toujours en quelques circonstances heureuses qui nous ouvriraient le crédit d'un potentat ami, et maudissant la parcimonie du gouverneur de Cochinchine, qui a si mal proportionné nos ressources. Nous rencontrons à Muang Lim de nouveaux sauvages d'un aspect pittoresque. Ce sont les Mutsu, qui pourraient être apparentés aux Miao du Yunnan. Seule population d'origine caucasique, ayant surnagé sans se confondre au milieu des flots sans cesse renouvelés des invasions mongoles. Les Mutsu mettent dans leur costume une recherche et une complication que nous n'étions pas habitués à rencontrer en Indochine. Le 28 juin, le gouverneur de Muang Lim vient communiquer au commandant la réponse de Xian Tong. Elle est favorable. Le roi de Kemarata et de Tongkaburi les autorise à louer des hommes et des barques sur son territoire et continuer à cheminer par la vallée du fleuve. Louis de la Porte est malade et incapable de marcher. Il doit être transporté par ses compagnons, les porteurs locaux refusant de s'en occuper par peur d'attraper une maladie mortelle inconnue d'eux. À Paléo, nous rencontrons une nouvelle espèce de tribu, les Kakos, dont le type se rapproche plus du type chinois que le type annamite. Ils portent les cheveux rasés, à l'exception d'une queue qu'ils enroulent autour d'un turban noir orné de cercles d'argent. Le 8 au soir, il faut coucher en pleine forêt sur les bords d'un torrent. Une ondée traverse notre frêle rempart de feuilles et nous trempe sous nos couvertures. Outre les piqûres de moustiques, compagnons indésirables en cette saison, le lieu est infesté par une quantité innombrable de pucerons ailés qui s'enfoncent dans le cuir chevelu. L'état de santé général de l'expédition est déplorable. Le sol des forêts autant que des rizières, détrempé par les premières grandes pluies, exhale des miasmes dangereux et recèle des myriades de sangsues qui ont produit des accès de fièvre et des ulcères aux pieds. Nous devons rester couchés de longues journées. Dans le coin d'une pagode transformée en hôpital, nous gisons à la merci de nos hôtes. Le 23 au matin, nous reprenons notre route. La longue file de nos porteurs s'échelonne bientôt sur les flancs de la colline qui nous sépare du fleuve. Après l'avoir rejoint, nous en remontons la rive droite, que couvre une épaisse forêt. Le sol est jonché de feuilles épineuses qui déchirent les pieds. À travers les branchages que la brise soulève, nous apercevons par de courtes échappées le Mékong coulant à plein bord, charriant dans ses flots écumeux des arbres énormes arrachés de ses rives. Le 7 août, l'expédition arrive à Muangyang. Les négociations avec le représentant de l'autorité birmane sont difficiles. L'homme est suspicieux et ils jouent avec leurs nerfs en autorisant puis interdisant tour à tour le passage vers la frontière. Finalement, il renvoie la décision au gouverneur de Xian Tong, ville vers laquelle le commandant Lagré doit se rendre afin d'obtenir le droit de passage. Quoi qu'il en soit, le temps est toujours pluvieux. La fièvre qui dévore la plupart d'entre eux les condamne à l'immobilité. Nous quittons Muangyang le 8 septembre. Il y avait plus d'un mois que nous y séjournions. Arrivés à Ban Thap,
notre horizon s'élargit. Les ondulations du terrain deviennent moins bizarres, mais aussi moins pittoresques. Et nous découvrons la grande plaine, à l'extrémité de laquelle s'élève Muongyu. On nous installe à l'entrée du village, à quelques mètres de la rivière Nam Loy. À Ban Kien, le chef de la mission rencontre un singulier voyageur, bon vieillard à la physionomie placide, que les habitants désignent sous le nom de Sela, ce qui veut dire « homme qui sait beaucoup ». C'est une sorte de médecin ambulant, d'origine Fong, qui colporte partout sa science et ses remèdes, sans se fixer nulle part, et sans demander d'autre salaire que le logement et la nourriture. Il a mis 3 ans à venir de Birmanie. D'après la coutume laotienne, les chefs de village sont tenus de nous offrir à notre passage des cadeaux en nature. Nous les avons toujours refusés, ou du moins, nous avons toujours payé les objets qui nous étaient offerts. Pourrons-nous continuer ainsi ? J'en doute. Nous quittons Muongyu le 18 septembre. Nos chevaux et bagages traversent la rivière sur un radeau et prennent la route de Muonglong, qui est notre prochaine étape en direction de Xianghong. À Muongyu, nous traversons la rivière sur un pont de pierre voûtée, dont le parapet était autrefois orné de lions sculptés. C'est là l'œuvre de cette civilisation chinoise, dont le birman de Muongyong nous vantait les merveilles. Cette fois, nous sommes aux portes de la terre promise. Le 5 octobre, nous sommes reçus par le roi. Apparaît un jeune homme de 19-20 ans, dont le costume ressemble fort à celui des paillasses de nos foires. Il est coiffé d'un grand chapeau chinois, orné de clochettes et vêtu de soie rouge. Discours et cadeaux traditionnels sont échangés. On nous sert une collation. Puis, il se retire, entouré des mêmes honneurs. En réalité, il semble subir sans résistance la tutelle des grands mandarins. Le 7 octobre, l'expédition traverse en radeau le Mékong afin de se rendre sur l'autre rive. Ils l'ignorent à cet instant, mais c'est la dernière fois qu'ils traverseront le grand fleuve. Les fêtes sur l'eau, les courses de pirogues, les illuminations vénitiennes, les dangers et les plaisirs de la navigation, tout cela sera remplacé sur la scène du voyage par des décors nouveaux et des impressions d'un autre genre. Le 9 octobre, nous quittons la vallée du Namyang pour entrer dans la montagne. Le 10, nous sommes sur une crête sinueuse, du haut de laquelle nous jouissons d'une vue très étendue. Le 14, nous sommes à Luangpang, village peuplé de Chinois et de Thaïa, chassés par la guerre menée par les Mahométans dans le Yunnan. Ils ont apporté dans le Laos des mœurs et procédés du Céleste Empire. Nous retrouvons des tables, des chaises, des bancs et des étagères, des seaux et 1000 ustensiles que nous n'avons plus revus depuis de longs mois. C'est une jouissance que de pouvoir s'asseoir à une table. Les repas sur l'herbe semblent charmants à des gens dispos. Mais, à la longue, ils deviennent horriblement fastidieux aux voyageurs harassés de fatigue. À 4 heures du soir, une immense plaine s'ouvre au-dessous de nous. Au centre s'élève une ville fortifiée. Ce n'est pas sans une vive émotion que nous saluons Semao, notre première ville chinoise. Après 18 mois de fatigue, après avoir traversé des régions presque vierges encore de pas humains, nous nous trouvons devant la représentation de la plus vieille civilisation de l'Orient. Pour la première fois, des voyageurs européens pénètrent en Chine par la frontière indo-chinoise. Notre enthousiasme dépasse la mesure. Les souffrances dont nous l'avons payé nous exagèrent l'importance du résultat. Et, un instant, nous croyons de bonne foi que la Chine se révèle enfin à l'Europe. Une Europe représentée par 6 Français. En entrant au Yunnan, l'expédition va affronter la plus terrible de ses épreuves. Le pays est ravagé par une guerre entre les musulmans qui créent un califat et les soldats de l'empereur Qin. Massacres, famine, épidémies. Ce qu'on appellera la rébellion des Pantai fera des millions de morts. Elle empêchera les 6 Français de remonter jusqu'à la source du Mékong située au Tibet. Épuisé, le commandant Lagrée mourra de fièvre le 12 mars 1868 à Tongchuen. Francis Garnier ramènera sa dépouille en passant par le fleuve Bleu qui coule à Shanghai. De là, il rejoindra Saïgon en juin, soit 2 années après leur départ.
Louis de Carnet, le seul civil de l'expédition, mourra en 1870 des suites d'une maladie tropicale contractée sur le Mékong. Enfin, Francis Garnier continuera à explorer seul le Yunnan et le Tibet. Par une sorte d'ironie de l'histoire, cet admirateur de la Chine est tué le 21 décembre 1873 à Hanoï lors d'une attaque des pavillons noirs, les troupes irrégulières chinoises.